Vous rêvez d'une formation de qualité qui vous ouvrira les portes de l'avenir? À l'école des sciences de gestion Elliott Trudeau, nous sommes fiers de nos élèves brillants et ambitieux. Nos professeurs dévoués et nos ressources modernes vous permettront d'atteindre vos objectifs et ce, dans divers domaines allant de la licence au master. Banque et institutions financières, comptabilité, contrôle et audit, gestion des ressources humaines, marketing, transport, logistique, contentieux et pratique du travail et de la sécurité sociale, droit et administration des collectivités territoriales décentralisées, fiscalité appliquée, marché public et commande publique, métier du droit de la justice. L'école supérieure des sciences de gestion Elliott Trudeau est un cadre de référence situé au quartier Ndiari, non loin de l'hôpital de la Renaissance. Elle est sous tutelle de l'université de Yaoundé 2. Rejoignez-nous, ne manquez pas cette chance unique de vous forger un brillant avenir. Pour plus d'informations, appelez le 60 76 10 10 ou le 92 66 08 18. يا بلد يا مجمينة مجمينة يا قوية حتى لو يحرقوك ويا مجمينة ما يهدك ريح جرينا من دوات في دار السلام هدينا جينا نعبوا دار القوية وهبية جمينا ندانا في أرض نشف أرض خيش فلا كون جينا حجرك ولا قايد قايد جمينا لمانا مستمر بك ولا قايدين جمينا لمانا إني سرك ولا قايد قايد جمينا لمانا وراني ولا قايد قايد جمينا لمانا زحاوك ولا قايدين جمينا لمانا ورالك ولا قايد قايد Dimanche 15 octobre 2023, mesdames, messieurs, vous faites bien de suivre les programmes de la radio-diffusion nationale tchadienne et nous vous en remercions. En N'Djamena d'où nous émettons, il est 14h passé de 1 minute. Bienvenue à votre magazine hebdomadaire Radio Weekend. Radio Weekend, c'est avec vous, Mbango Djimdongar Stéphane. Bonjour. Marius Anoudi, mesdames et messieurs, bonjour. Le Tchad a commémoré en différé le 12 octobre dernier la journée mondiale de la santé mentale sous le thème « La santé mentale pour un bien-être cohérent », le sujet étant d'actualité et surtout préoccupant. La rédaction a préféré y revenir à travers votre magazine Radio Weekend ce dimanche. Et pour en parler, je reçois comme invité fil rouge aujourd'hui Dr Raouda Mahamat Youssouf, elle est coordonnatrice du programme national de santé mentale. Docteur, bonjour et bienvenue. Voilà, je reviendrai à vous tout à l'heure, juste après les principales nouvelles du jour, à la présentation Innocente Virginia Kemba. Innocente, bonjour. Bonjour Stéphane, auditeur à l'écoute de Radio Weekend. Bonjour et bienvenue aux principales nouvelles du jour. Organisées par la CEAC dans le but de sensibiliser les Tchadiens sur la portée du référendum constitutionnel. L'atelier, la première phase de la série d'ateliers, a pris fin hier ici à N'Djamena. La cérémonie de clôture a été présidée par le représentant spécial de la CEAC au Tchad, Urbino Botello. Des précisions dans ce reportage de Yassine Ibn Ahmed. C'est un atelier qui s'inscrit dans le cadre de la facilitation de la CIAC pour la réussite du processus de transition au Tchad. Ces assises qui ont regroupé les représentants des entités socio-politiques et confessionnelles tchadiennes ont permis aux participants de percevoir le contexte historique, politique et juridique qui circonscrit la tenue du référendum constitutionnel. Les participants vont à leur tour restituer les connaissances acquises dans les provinces, ceci à travers l'organisation de 5 ateliers dans le but de renforcer la confiance entre les parties prenantes et solidifier le consensus. Le représentant spécial de la CIAC au Tchad, Urbino Botello, invite les participants
au travail. Il est dès à présent attendu de chacun d'entre vous, provenant des différents corps de la société tchadienne, une contribution accrue dans la mobilisation citoyenne ainsi que dans la vulgarisation de l'importance d'une participation massive au scrutin référendaire. Tant entendu que votre collaboration constitue un élément déterminant à l'appropriation par le peuple tchadien de cette démarche de la facilitation ainsi qu'à la réussite d'un référendum représentatif, transparent et apaisé. Cet atelier a été animé par des personnes ressources de la CEAC et des experts tchadiens. Les travaux de l'atelier de revue et de mise à jour des algorithmes et des outils numériques d'aide à la décision clinique ont également pris fin hier. C'était une initiative du programme d'appui au district sanitaire au Tchad. Maribotalo. Ce nouveau bureau exécutif national de la CSDT, Convention des sociodémocrates tchadiens, qui vient d'être installé, est composé de 22 membres. C'est désormais une femme, en la personne de Hawa Danao Taïso, qui va présider à la destinée du parti CSDT. Elle est appuyée dans sa charge par 2 vice-présidents, Manaï Fodijime Bichara et Talha Mahamat Djama. Selon la nouvelle présidente nationale de la CSDT, Hawa Danao Taïso, son parti se veut d'être plus proche de la population et souhaite que ce 3e congrès extraordinaire, qui a vu son installation à la tête de la CSDT, permette de repartir sur des nouvelles bases. La CSDT a opté pour la politique de proximité, c'est-à-dire se rapprocher au maximum des populations, partager avec elles son projet de société et avec elles opérer les changements qui s'imposent pour le bien-être du Tchad. Ce 3e congrès extraordinaire placé sous le signe de la paix est une occasion pour nous de jeter les nouvelles bases nécessaires à l'atteinte de nos objectifs. La CSDT est un parti politique créé depuis 1992. Feu Fodi Djime Bichara fut le 2e président national. Toutes nos excuses, c'était plutôt Ghislain Tchani Koudou qui nous parlait du 3e congrès extraordinaire du parti CSDT, Convention des sociodémocrates tchadiens, un congrès qui a débouché sur un nouveau bureau exécutif de cette formation politique. Et nous allons retrouver Mbaribo Talo pour évoquer cette fois-ci la fin des travaux de l'atelier de revue des mises à jour des algorithmes des outils numériques d'aide à la décision clinique. Cet atelier vise à valider les schémas de décision clinique et flux des algorithmes adaptés au support informatique, s'accorder sur les ordigrammes sélectionnés par le projet en vue de leur numérisation et aussi et surtout améliorer le pilotage des districts et formations sanitaires du Bata et Moinchari, la disponibilité et la qualité des prestations sanitaires, l'utilisation des services de santé de façon équitable, en particulier pour les femmes et les enfants des zones d'accès difficiles. Après le propos de Rolingar Naingar, qui se dit satisfait de la qualité de travail abattu au nom des partenaires techniques et financiers, le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dr Yamadji Alias Taingar, insiste sur la formation des utilisateurs du dit outil. Le ministère de la Santé publique et de la Prévention compte passer à la numérisation et à la digitalisation de son système. Les éléments d'appréciation de cet outil me permettent de confirmer qu'il représente un véritable instrument de la santé et vient renforcer les compétences des agents de santé de terrain avec des éléments de précision sur la prise en charge efficace et efficiente de nos populations. La formation des utilisateurs, qui à mon avis doit se faire dans un avenir proche pour permettre une bonne application de l'outil sur le terrain, constitue un défi. Durant cet atelier, les participants ont revu minutieusement les algorithmes qui doivent être transcrits dans les tablettes et les registres prêts à utiliser afin d'améliorer les diagnostics et le traitement des maladies paramétrées au niveau des districts sanitaires concernés. 14h08, autre chose. Dans ce début de la rentrée scolaire, l'Association des jeunes pour l'entraide et la solidarité vole au secours de l'orphelinat Shalom. Hier, des kits scolaires composés essentiellement de cahiers, des craies, des stylos, des crayons et autres ont été remis à ces orphelins. Autre information également, bref, les lauréats de la 10e promotion du Centre d'apprentissage des nouvelles technologies de l'information et de la communication ont reçu leur parchemin. C'était hier au cours d'une cérémonie qui a vu la présence du parrain de cette promotion. Il s'agit de Renaud Dingam Nayal. Dans nos provinces,
parlons de l'unité thérapeutique de Mao qui vient d'être renforcée en bâtiment. C'est ce que nous dit Moussa Mbodou Abdoulaye. L'unité thérapeutique nutritionnelle de l'hôpital provincial de Mao dispose désormais d'un bâtiment flambant neuf, des 4 salles de soins construites par l'Action contre la faim de concert avec l'Union européenne à travers le projet de réponse d'urgence multisectorielle pour les populations vulnérables par les crises récurrentes dans les provinces du Kanem, du Lac et du Bahr el Ghazal. Tout en remerciant les partenaires pour les gestes louables, le directeur de l'hôpital provincial de Mao a indiqué que la malnutrition chez les enfants demeure très élevée dans le Kanem. C'est pourquoi Mohamed Youssouf Guinassou sollicite davantage l'appui des partenaires techniques et financiers pour inverser la tendance. L'édifice étant déjà réceptionné, le gouverneur du Kanem, Issa Hassan Diogoy, invite la population à faire bon usage pour l'intérêt de tous. Malgré les efforts du gouvernement et ses partenaires, les indicateurs de malnutrition chez les enfants de 0 à 59 mois restent au rouge. Pour seulement le premier semestre de l'année 2023, la province du Kanem a enregistré plus de 15 000 enfants atteints de malnutrition aiguë sévère, avec un taux de 93%. Mao, Moussa Mbodou Abdoulaye pour la radio Tchad. Ici, à N'Djamena a eu lieu hier une cérémonie de présentation et de dédicace du livre intitulé « La résolution de conflits au travail », un livre écrit par Taneni Ouachoume. Le compte-rendu de Hadjara Haroun Cheikh. La résolution des conflits de travail est le second ouvrage de l'auteur tchadien Taneni Ouachoume. Dans cet ouvrage, l'auteur décrit simplement avec minutie les sources de conflits au travail, précise leur nature et trace les étapes à parcourir pour leur résolution. Il est structuré en 5 chapitres et parle de la généralité sur les conflits au travail, précisément la prévention et le règlement des conflits, les conflits collectifs et individuels de travail, l'intervention de l'inspection du travail, l'intervention des tribunaux au travail et de la sécurité sociale. L'auteur Taneni Ouachoume justifie ce qui l'a motivé à écrire cet ouvrage. Après 4 années d'expérience au poste de responsable des ressources humaines d'une société de la place, j'ai jugé utile de récapituler ces acquis et de les contenir dans un livre. C'est ce qui m'a conduit à produire cet ouvrage intitulé « La résolution des conflits de travail ». Vous savez, les conflits inhérents à la nature humaine animent la vie quotidienne des entreprises, quelle que soit leur nature et organisation. Ils reflètent la dynamique des relations humaines et sociales. Ils traduisent la volonté des acteurs d'influencer leur environnement. Parfois, source d'efficacité et de créativité et d'innovation, mais aussi de dysfonctionnement. La résolution des conflits au travail est un recueil d'éveil de conscience de 101 pages, subdivisé en 5 grands chapitres et paru aux éditions Toumaï. Merci Hadjara Haroun Cheikh. Et c'est tout pour les principales nouvelles du jour. Radio Week-end, la suite c'est avec Mbango Jim Dogongar Stéphane qui reçoit comme invité ce jour Dr Raudama Mati Youssouf, la coordinatrice du programme national de la santé mentale. La santé mentale, ça sera au menu de ce Radio Week-end. Stéphane, je vous repasse le micro. Merci Innocente Virginia Kemba. Radio Week-end. Docteur, une fois de plus, bonjour. Bonjour et merci de m'avoir accordé cette invitation. Donc, merci afin d'être dans vos plateaux. Merci. D'accord. Alors, Virginia vous a encore présenté en complément de ce que j'avais fait. Commencez par nous présenter votre programme. Dites quand et comment, dans quel contexte il a été créé. Parlez-nous aussi, surtout de ses objectifs, sa mission et pourquoi pas sa vision. Merci. Le programme national santé mentale. Le programme national santé mentale, c'est un vieux programme. Il a été créé depuis 1998, disons déjà 25 ans d'existence. C'est par un arrêté ministériel numéro 0283/MSP/DG du 12 mars 1998. Le programme est chargé au fait de la conception et de l'organisation de l'assistance psychiatrique et psychosociale, plus généralement de la politique nationale en matière de santé mentale au Tchad. En ce qui concerne ces objectifs, nous avons vraiment d'énormes objectifs fixés, mais parmi tant, nous avons vraiment l'une des objectifs, c'est la contribution à l'amélioration et au maintien de la santé mentale
au profil de la population tchadienne et aussi rendre accessibles les services curatifs aux populations souffrant surtout de problèmes de santé mentale, d'identifier surtout la problématique de la santé mentale au Tchad et surtout cerner leurs causes et leur impact au sein de la population tchadienne. Puis encore, c'est la réinsertion des malades mentaux dans la communauté. Comme vous le savez, les malades mentaux sont souvent délaissés, ils sont enchaînés pendant des années. Donc, le programme, l'un de ses objectifs, c'est de réinsérer ces patients-là et de les accepter en tant que malades, comme tout autre patient. Et là aussi, nous avons aussi l'élaboration de programmes de formation dans le cadre de la santé mentale, en collaboration bien sûr avec la direction de la formation qui se trouve au niveau du ministère de la Santé publique. Et plus précisément encore, comme nous savons que la médecine traditionnelle évolue vraiment dans notre pays, donc nous pourrons aussi créer un cadre de concertation et de collaboration avec la médecine traditionnelle. Voilà, grosso modo, quelques objectifs que nous voulons vraiment élaborer dans ce programme. Merci. Voilà, c'était là un décor, si on peut l'appeler ainsi. Nous allons suivre la première rubrique de ce numéro. C'est coup de fil à un correspondant qui nous conduit à Mao. Le sujet de l'entretien téléphonique entre Ahmad Maki et Moussa Mbodou Abdoulaye porte aujourd'hui sur la lancinante problématique de la malnutrition dans cette province. Bonne écoute. Moussa Mbodou Abdoulaye, bonjour. Bonjour Ahmad Maki. La province du Kanem fait face à un réel problème de malnutrition chez les enfants. La province dépasse même le seuil fixé par l'OMS qui est de 10%. Comment se fait la prise en charge des enfants malnutris dans la province? Oui, Ahmad Maki, la prise en charge des enfants souffrant de malnutrition se font en fonction du niveau de gravité. Et pour cela, il y a des structures comme l'unité thérapeutique nutritionnelle dans chaque district, dans le département et en même temps dans les centres de santé. Il faut dire que dans ces structures, les organismes comme ACF volent au secours à travers des aliments thérapeutiques et autres. Donc, dans tous les centres, les prises en charge se font normalement. Moussa, à cela s'ajoute également des cas de malnutrition aiguë et sévère. Quel est le bilan de l'année 2023 jusqu'à présent? Parlons de bilan, les indicateurs sont au rouge. Pour la première semestre de l'année 2023 seulement, la province a enregistré plus de 15 000 enfants atteints de malnutrition aiguë sévère avec un taux de 93%. Donc, il faut dire que le Kanem dépasse le seuil fixé par l'OMS qui est de 10%. Est-ce que la population est sensibilisée sur la fréquentation des centres de santé pour détecter des cas de malnutrition précoce afin d'éviter les cas de complications, par exemple? Oui, Ahmad Maki, d'abord les causes de malnutrition est multisectorielle, à savoir le problème de l'eau, nos fréquentations des centres de santé par les femmes en grossesse et autres. Les sensibilisations se font au centre de santé et en même temps, l'ACF Action contre la faim a recruté des animateurs qui sensibilisent en quelque sorte les communautés villageoises pour fréquenter les centres de santé et comment nourrir les enfants. Mais il faut dire que beaucoup reste à faire sur le terrain. Voilà, face à cette situation préoccupante, quels sont les besoins urgents exprimés par la délégation sanitaire du Kanem? La délégation sanitaire du Kanem reconnaît les efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires au développement, mais toutefois la délégation recommande des ressources humaines, les infrastructures sanitaires et en même temps les dotations des centres de santé et autres par des produits sanitaires pour faire face à ces fléaux qui gangrènent la province du Kanem. Moussa Mbodou Abdoulaye, merci d'avoir été en ligne avec nous depuis Mao. Passez un excellent week-end. Merci Ahmad Maki, à vous et à toute l'équipe de Radio Week-end. Voilà, merci à vous, chers confrères Ahmad Maki et Moussa Mbodou Abdoulaye. Docteur, vous venez de suivre coup de fil à un correspondant, vous êtes médecin, ça tombe bien. Cette situation, surtout ce phénomène de malnutrition au Tchad, est-ce que c'est normal qu'on parle de malnutrition au Tchad et surtout la province du Kanem? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Vous venez de suivre là, malgré les efforts que le gouvernement fait, ça persiste. Merci. Je pense que les efforts ont été déjà faits. En tant qu'ex-délégué du Hadjar Lamis, le Kanem, le lac
et puis le Hadjar Lamis sont toujours confrontés à ces problèmes. Et je pense que l'émissaire l'a déjà expliqué. Nous avons d'abord le manque des infrastructures. Les infrastructures ne répondent pas totalement à cela. Et en plus, le plus grand fléau, c'est qu'il faudrait savoir que les ressources humaines en manquent. Et même si les ressources qui sont là, elles sont très limitées, si vous pouvez voir, peut-être le CANEM a presque au-delà même de 100 quelques formations sanitaires, centres de santé. Et toutes ces formations sanitaires ne sont pas dirigées par vraiment des agents de la santé. Étant donné qu'avec l'éloignement, souvent, on peut dire que c'est les garçons des salles qui ont vraiment duré et puis ils peuvent le faire, donc ils font avec. Mais vraiment aussi, la population doit aussi comprendre que la malnutrition, d'abord, c'est nous-mêmes, nous le disons, puisque tout est là. Comme vous le dites, le CANEM, le lac, il y a vraiment la nourriture. Absolument. Mais le problème qui se pose, qu'est-ce qu'il faut donner pour que l'enfant ne tombe pas dans la malnutrition? Et parfois, il faudrait se dire que les plein-protes, lorsqu'on les donne, parfois on donne 15 jours, mais les mamans ne donnent pas cela, en vrai dire. Souvent, elles envoient ça au marché, elles le vendent. Il paraît même qu'il y a certaines femmes qui donnent à leur mari pour les rendre plutôt virils au lit. Est-ce que c'est vrai? Effectivement, certains le font même de tontine. Donc, il faudrait vraiment une forte sensibilisation au sein de la communauté pour qu'ils comprennent exactement les effets que l'enfant va subir au plus tard. Parce que là, un enfant malnutri a des conséquences, surtout au sein de la scolarisation. Donc là, il faudrait que les mamans comprennent l'importance vraiment de bien nourrir l'enfant. Et même certaines femmes disent qu'elles ne veulent pas faire téter l'enfant au sein, alors qu'elles ne savent pas que l'allaitement maternel est vraiment, vraiment enrichissant. Le biberon, vraiment, mais si on n'arrive pas à bien l'entretenir, c'est l'une des causes de la malnutrition. Merci. D'accord. Alors, merci docteur. Merci. Je pense que ce que vous avez dit, c'est important. Ça complète l'entretien que nos confrères viennent de réaliser. Merci. Alors, nous allons revenir dans notre sujet pour parler de la maladie mentale. C'est quoi? Puisque c'est de cela qu'il s'agit. C'est quoi la maladie? Une maladie mentale, c'est quoi? Merci. Je pense que la maladie mentale, c'est comme toute autre maladie. C'est comme le diabète, c'est comme la tension, l'hypertension, c'est comme le problème, l'insuffisance rénale. C'est une maladie physique qui peut toucher n'importe qui, qu'il soit vraiment d'un niveau de son intelligence, de classe sociale ou de son revenu. La maladie mentale survient généralement pendant l'adolescence ou dans la vie de la jeunesse. Et toute personne, quel que soit son âge ou son sexe, il peut être atteint de cette maladie. Donc, nous pouvons dire que la maladie mentale, d'une façon générale, c'est un ensemble de dérèglements au niveau des pensées, des émotions ou du comportement. Une maladie mentale peut entraîner une détresse pour l'individu ou une difficulté à travailler ou même être vraiment en difficulté dans ses relations sociales. D'accord. Et les causes identifiées, les principales sont lesquelles? Bon, nous avons beaucoup de causes. Les causes peuvent être les dysfonctionnements. Il y a des causes même héréditaires. Il y a le stress où nous en vivons surtout dans le travail. Nous sommes tout le temps stressés. Les causes environnementales. Et puis les situations familiales. Lorsqu'on perd surtout une personne qui nous est très chère. Donc là, ça entraîne vraiment une dépression. Et ça aussi, c'est une maladie mentale. Donc là, on est dépressé. Et parmi lesquelles il y a plusieurs. La pauvreté aussi, qui entraîne vraiment une maladie. C'est une des causes aussi, parmi tant d'autres. Et aujourd'hui, avec surtout la consommation abusive des produits psychotropes, tout ce que vous connaissez, par les jeunes surtout. Les jeunes se livrent à la consommation abusive de ces produits-là. Est-ce que ce n'est pas aussi l'une des causes aujourd'hui? Parce qu'il ne se passe pas un seul jour. Sinon, vous empruntez n'importe quelle rue de N'Djamena, pour parler de N'Djamena, qui est la capitale, mais ils sont très très nombreux, des jeunes, des bras valides, qui parlent tout seuls, qui sont dans la rue comme ça.
Oui, ils sont vraiment, comme vous le dites, c'est un bras valide où vraiment nous avons besoin d'eux pour qu'ils puissent vraiment développer un avenir. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Vraiment, les produits stupéfiants ou psychotropes sont l'une aussi des causes. Puisque, comme je l'ai dit, c'est la pauvreté. Et parfois, si tu as eu des problèmes au niveau du travail, lorsque on perd son travail, lorsqu'il y a une émotion quelque part, donc lorsqu'on change de vie, donc directement, et puis surtout lorsque vous voyez, je pense que une étude n'a pas été faite, mais moi, mon avis, c'est que je me dis, est-ce que cela n'est pas dû surtout au chômage? Puisque nous avons vraiment un grand nombre de jeunes qui sont là et puis ne sont pas encore intégrés, ils ont vraiment beaucoup d'ambition et cela peut vraiment les faire entrer dans l'alcool, dans la prise des stupéfiants, ils deviennent fous et puis ils sont laissés à eux-mêmes. Donc on peut dire que c'est l'une vraiment des causes aussi de la maladie mentale. Mon invité du dimanche passé, avec lui on a parlé beaucoup plus de ces produits-là. Et je sais que vous faites un travail harassant au ministère de la Santé publique pour arrêter la fabrication et la commercialisation de ces produits au Tchad. Mais il y en a partout. Il y a des noms, je ne sais pas, on appelle ça Nguerek par-ci, en Massa, il y a un terme là, Campetna. En tout cas, il y en a beaucoup, beaucoup. Et c'est vendu comme des cacahuètes sur nos marchés. Je pense que c'est un combat qui doit être vraiment dur, mais vous faites aussi le maximum. Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour que ces produits-là n'entrent plus au Tchad? Comme vous le dites, c'est un combat qui doit durer, puisque ça a commencé depuis et ce n'est pas en un seul jour que nous pouvons le dire que ça doit stopper. Donc c'est un combat, mais pour qu'on puisse vraiment gagner ce combat, il faudrait l'union de nous tous, que ce soit le gouvernement, que ce soit la communauté, que ce soit la famille. Il faudrait qu'on arrive vraiment à expliquer, puisque c'est la sensibilisation qui en manque. S'il y a vraiment une sensibilisation à ce niveau, je pense que ces jeunes doivent être écoutés. Il y a une cause derrière ça. On peut pas, vous êtes là, c'est sûr, si vous perdez peut-être le travail, je ne le dis pas, mais peut-être étant donné que vous êtes découragé, vous pouvez rentrer dans l'alcool et plus tard vous aurez avoir des amis et autres, et puis ça peut vraiment entraîner vraiment une maladie mentale, vous devenez comme des fous, on dit. Mais donc, vous le dites, c'est un combat de longue haleine. Et là, il faudrait le gouvernement et nous-mêmes, la population, nous devrons vraiment comprendre le danger qui est en train d'entraver. Un jeune qui vient et il est sans emploi, il se lance dans l'alcool, mais on peut dire que c'est une famille qui est déjà détruite. Ouais. C'est une famille qui est détruite puisque le papa, la maman ont tout fait depuis la jeunesse, depuis l'enfance. Il a fini, il a son diplôme et puis il est là à la maison sans rien faire et puis il rentre dans l'alcool, mais c'est une déception familiale. Donc, il faudrait qu'on arrive à trouver des solutions. Et les solutions ne se donnent pas seulement au niveau du gouvernement. Non, que ce soit le gouvernement, que ce soit les partis civils, que ce soit la population, que ce soit la communauté, il faudrait que nous tous, nous soyons unis et on devrons plutôt comprendre vraiment les effets secondaires, si je peux dire, de cela, et qui vont entraver vraiment dans le futur, surtout de notre génération. Vous faites bien de le dire, docteur. Nous parlons dans la même veine. Je voudrais parler des frustrations et autres déceptions qui semblent accentuer aujourd'hui ce phénomène. Et pour toujours parler de la jeunesse. Parce que là, la jeunesse, comme le disent les politiciens, est le fer de lance d'une nation. Mais ces jeunes qui sont là, désœuvrés, comme vous le dites, et qui sont obligés de se lancer dans la consommation de ces produits. Et ce qui fait mal, c'est que même les responsables, et c'est ça là qu'on ne peut pas comprendre, même des gens qui travaillent, consomment ces produits-là. Et vous parlez de la sensibilisation. Mais je dirais aussi que c'est un problème de volonté politique aussi. Le gouvernement, l'État a les moyens de prendre des décisions et des moyens drastiques pour faire arrêter cela.
Oui, effectivement, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la sensibilisation, mais comme il faudrait que tout le monde comprenne. Et comme vous venez de le dire, vous dites même les gens qui prennent du boulot, ils prennent cela. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils ne sont pas en dépression? Que ce soit au bureau plutôt, que ce soit à la maison, quelqu'un qui n'est pas à l'aise, parfois certains hommes reviennent à 2h du matin, ils sont tous sous. Quelle est la cause? Donc, il faudrait d'abord trouver la cause avant de trouver une solution. Donc, tout cela, le gouvernement, bien sûr, doit prendre ses mesures, ses dispositions, mais cela ne peut être que petit à petit. Tout à fait. Oui. Voilà, nous allons prendre une autre rubrique avant de revenir dans le sujet. Cette fois-ci, c'est le portrait de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes à SAR. Nous allons à SAR découvrir un leader d'organisation de la société civile, c'est Mounpeur Beadoumgar qui nous présente aujourd'hui Guedala Hissène Kalami. Je ne le présente pas, c'est lui qui va le faire. Nous allons le découvrir ensemble. Né le 21 mai 1993 à Sarr, Guedala Hissène Kalami est un jeune leader sarrois, licencié en droit privé obtenu à l'université Adam Barka d'Abéché. Il a su se démarquer à travers ses différentes interventions au sein de la société civile. Actuellement président d'un mouvement dénommé Mouvement des jeunes patriotes, Guedala Hissène Kalami nous parle de ses débuts et de son engagement dans la société civile. Sincèrement dit, j'avais commencé en 2012 avec APLFT où j'étais pas chef de classe, mais APLFT était passé entre-temps au lycée Chakhandan, Ben Rachid de Sarr. Et il veut le chef de classe pour aller assister à une rencontre. Le chef de classe dit non, je veux que c'est Guedala qui doit aller nous représenter. Moi, j'ai dit c'est toi le chef, moi je ne peux pas aller. Et après, je me rappelle très bien, le censeur du premier cycle qui est venu me voir me dit mais tes camarades m'ont dit que c'est toi qui dois aller les représenter. Et j'étais arrivé, c'était mon aîné au TIB. Il m'a beaucoup donné des conseils parce que j'avais pris la parole et j'ai dit quelque chose. Et il me dit écoute, à la fin je vais te voir. Et à la fin, il me dit, écoute, je vois en toi un leader. Donc, j'étais conseillé d'être dans la société civile, c'est ce qu'il m'avait dit entre-temps. Mais j'avais dit, d'accord, ok, je serai là. Il me dit, d'accord, tu reviens, on va causer sur ça. Et j'étais parti pour Togo. Et après mon bac, j'avais dit, il me faut une association. Et j'étais lancé comme ça. Les autres m'ont pris comme un fou. Les autres m'ont pris comme quelqu'un qui n'a rien à faire. Les autres sont venus même me dire, écoute, laisse tes bêtises là et répare à faire l'école. En tant que jeune leader, Guedala Hissène Kalami a bénéficié de plusieurs autres formations extra-universitaires, notamment une formation sur la gestion et gouvernance associative, mobilisation des ressources humaines, communication éthique au service de la paix et de la cohabitation pacifique, formation sur le plaidoyer, la capitalisation des expériences et résultats, la médiation communautaire et technique de réalisation vidéo. Il parle de son mouvement créé depuis 2018 et qui a pour mission principale de défendre la cause des personnes vulnérables. En 2018, juste après l'obtention de l'autorisation de fonctionner, j'ai été arrêté parce que j'avais dénoncé ce qui s'est fait du côté de l'ANAT. Pourquoi dire ça et pourquoi dénoncer? Parmi les réalisations, nous avons une équipe de jeunes, surtout juristes, qui infiltrent au sein des différents centres de détention, par exemple le commissariat de la gendarmerie. Ils écoutent aussi les jugements que les OPJ, les commandants de brigade et les commissaires font dans leurs différents lieux. Nous avons des jeunes juristes qui s'infiltrent, comme ils accompagnent la victime, et voilà, ils écoutent. Et après, ils nous rendent compte et on réparte. Des fois, on fait des points de presse. Des fois, on répare pour voir le commissaire, le titulaire, ou bien voir directement le procureur de la République pour lui dire voilà ce qui s'est passé. Il faut trouver une solution. Donc, c'est comme ça qu'on faisait depuis toujours. En toute chose, les difficultés ne manquent pas. Pour le jeune leader Guedala Hissène Kalami, ces difficultés sont en quelque sorte transformées en des défis à relever. Au sein de ce mouvement, on ne parle jamais de difficultés, mais nous parlons en termes de défis. Nous allons dire, si on dit des difficultés, ça nous décourage et on ne peut pas les résoudre. Donc nous, on parle en termes de défis. Guedala Hissène Kalami parle d'un projet initié par son mouvement et soutenu par l'ONAPE en faveur de la jeunesse. Nous avons un projet qui s'appelle Appui, un stage aux jeunes diplômés sans emploi ou bien sans expérience ou tout simplement à toute la jeunesse.
Et ce projet nous a permis d'insérer plus de 180 jeunes avec l'appui et le soutien de l'ONAP dans leur programme de l'insertion des jeunes diplômés sans expérience. Il conseille les jeunes à ne pas baisser les bras, mais plutôt de se battre et d'éviter la trahison. Dans cette vie, rien n'est facile et rien n'est gratuit et rien s'obtient par la paresse. Donc, le conseil que je devrais donner à mes frères jeunes, c'est d'être debout, d'être un combattant. Ce que je déconseille à mes frères et sœurs, c'est juste la trahison. De teint clair et d'une taille de 1,50 m, Guedala Hissène Kalami pèse 71 kg. Son sport favori est le football. Son plat préféré est le haricot. Il est marié et père d'un garçon. Voilà, merci Moun pour Béadoumgar. Merci également à votre interlocuteur. Nous allons revenir ici pour rappeler, surtout aux auditeurs qui viennent de nous rattraper, que l'invité fil rouge de ce dimanche est Dr Raouda Mahamat Youssouf. Elle est la coordonnatrice du programme national de santé mentale. Et l'entretien porte justement sur la célébration de la journée mondiale de la santé mentale qui vient de se faire en différé le 12 octobre dernier sous le thème « La santé mentale pour un bien-être cohérent ». Alors, docteur, je reviens à vous. Le Tchad, il y a plein de malades mentaux dans notre pays, mais est-ce que le Tchad dispose également de spécialistes dans le domaine pour la prise en charge efficace de ces compatriotes-là? Le Tchad dispose des spécialistes, mais en minime, très minime. Si on peut dire pour ces plus de 16 millions d'habitants, ils sont vraiment très minimes. Et c'est des techniciens supérieurs en santé mentale qui assurent vraiment la prise en charge de la santé mentale. Ils sont en nombre très restreint, mais le service de la formation au niveau du ministère de la Santé nous a rassuré qu'il y a déjà des spécialistes en psychiatrie, des médecins qui sont à l'étranger, mais ils ne sont qu'en début. Donc certains sont en première année et d'autres sont en deuxième année. Mais actuellement, nous avons juste des techniciens supérieurs en santé mentale qui assurent vraiment la prise en charge des malades mentaux. Ok, les malades mentaux. Un malade mental, vous l'avez dit, hein, c'est un malade comme tout le monde, mais ce n'est pas un malade ordinaire aussi, parce qu'il est agité. Surtout, il y a certains fous qui sont vraiment agités. Et donc, voilà pourquoi nous parlons des spécialistes. Mais est-ce qu'il y a aussi des cadres appropriés pour prendre en charge ces malades-là? Malheureusement, non. Nous n'avons pas un cadre approprié pour la prise en charge de ces malades. Nous avons juste une unité de prise en charge qui est logée dans le service de la médecine 5 ou bien des maladies infectieuses, qu'on peut dire médecine 5 au sein de l'hôpital central. Et cette unité n'a que 2 lits. Donc un lit pour le malade et un lit pour son garde-malade. Imaginez, pour 16 millions, ça c'est vraiment insignifiant. Pour un pays comme le Tchad, c'est inconcevable, madame. Oui, malheureusement, mais c'est la vérité. Oui, mais dans tous les pays du monde, il y a quand même des cabanos qui existent pour tout ce pays-là, qui regorge quand même des ressources. Construire un cabanon pour la prise en charge des personnes malades, est-ce que c'est vraiment impossible, madame? Non, cela n'est pas impossible, mais c'est la volonté politique. Puisque, comme vous le savez, la santé mentale, c'est un service. Comme je viens de le dire, le programme existe. Il y a presque 25 ans d'existence, vous voyez. Mais si vous voyez les activités qui ont été faites, c'est vraiment minime. Moi, je suis là en tant que coordinatrice il y a à peine quelques mois, depuis en mars, par l'arrêté. Mais vraiment, lorsque je suis venue, je leur ai dit toujours que le programme, c'est comme une forêt vierge. Il n'y a aucune activité et puis les malades sont délaissés à eux-mêmes. C'est pourquoi vraiment nous lançons un plaidoyer au sein à travers cette émission, que le gouvernement doit vraiment nous aider. Et même nous demandons aux partenaires techniques et financiers de vraiment nous aider afin qu'on puisse vraiment développer. Et pourquoi ne pas avoir un service, un hôpital digne de ce nom, spécialisé uniquement pour les malades mentaux.
Vraiment, c'est un plaidoyer que nous lançons vraiment, un vibrant plaidoyer que nous lançons afin que vraiment, ne serait-ce que avec le minimum on peut faire, mais même si, imaginez comme je vous dis, 16 millions et deux lits, c'est vraiment insignifiant. Oui. Il y a un de nos auditeurs là qui vient d'envoyer un message depuis SAR. Il s'agit de Kanika Idriss de SAR qui demande, qui vous demande, madame, surtout puisque vous êtes la responsable de ce programme-là, de mettre des bouchées doubles. Sinon, c'est vraiment un problème de santé publique. Et à long terme, ça ne va pas du tout être bien. Il dit qu'il n'y a pas de spécialistes, il n'y a pas de structure d'accueil. Ce n'est pas normal pour un pays comme le Tchad. Et dans le même siège, quand pour une capitale, pour ne pas parler du Tchad tout entier, pour une capitale comme N'Djamena, il y a quelques années, on disait qu'on voulait faire de N'Djamena la vitrine de l'Afrique. Mais une vitrine avec des fous qui déambulent partout, et quand vous sortez, que vous soyez à pied, en vélo, en moto ou en voiture, ben vous risquez de les ramasser, et quand vous mettez leur vie en danger, eh bien votre vie aussi est en danger. Ce n'est pas beau à voir, Madame la coordinatrice. Oui. Oui, mais vous devez continuer le plaidoyer, et je pense que ça doit être inscrit aussi en lettres d'or parmi les priorités du gouvernement. Oui, telles sont vraiment parmi les perspectives, et vraiment nous plaidons non seulement pour ça, mais nous n'avons pas aussi un statut juridique. Il n'y a pas un droit pour un malade mental. Donc tout ça, ce sont les perspectives vraiment que nous sommes en train de se lancer. Mais l'urgence est que le plan stratégique national, le Tchad ne dispose pas d'un plan stratégique national de la santé mentale. Alors que les autres programmes qui sont là, ils sont nés bien après le programme. Et ils ont déjà leur plan stratégique, ils ont la politique nationale, mais malheureusement, la santé mentale n'en dispose pas. Vraiment, c'est un grand problème. C'est sérieux. Oui. Et vous avez lâché un mot. Je voudrais qu'on mette un peu l'accent là-dessus. Vous affirmez qu'un malade mental n'a pas de droit. Non, il n'y a pas une loi. Une loi, ah d'accord. Il n'y a pas une loi. Oui, il n'y a pas la loi. La loi, il n'y en a pas. Ni la politique nationale, ni un plan stratégique. Nous ne disposons pas. Comme je vous l'ai dit, ce programme est comme une forêt vierge, je vous l'ai dit. Donc, il n'y a rien. Mais il faudrait vraiment un appui conséquent de la part du gouvernement, de la part des partenaires techniques et financiers, des parties civiles et même de la communauté. Ouais. Il faudrait que nous tous nous soyons unis. C'est la raison à laquelle nous avons vraiment choisi le thème la santé mentale pour un bien-être cohérent. Donc, c'est pour en venir justement. Oui. Si vous pouvez déjà dans la même logique nous justifier pourquoi le choix de ce thème. Oui, comme vous l'avez constaté, je dis toujours que c'est comme une forêt vierge. Donc, on dit toujours agir pour la santé mentale. Ça ne se résume pas à prévenir simplement la maladie, mais il s'agit d'agir pour la cohésion de notre société. Nous devons donc tous contribuer à réduire l'isolement et les inégalités sociales pour renforcer les chances auxquelles tout citoyen a droit afin de pouvoir vivre au mieux avec des difficultés psychiques. Tel était vraiment le thème national qui a été choisi. Alors, les débats. Là, vous venez de lâcher encore un mot. Je voudrais qu'on mette l'accent sur les inégalités sociales. Je voudrais ajouter aussi l'égalité de chances. Comme on parle de la dépression, il y a des gens avec lesquels vous allez à l'école ensemble. Nous sommes tous tchadiens et les ressources, nous avons tous droit sur ces ressources-là, mais certains qui peut-être étaient les plus intelligents se retrouvent en train de traîner. C'est pas du tout bien. Est-ce que au cours de cette journée, à l'issue de cette journée mondiale de cette année, vous en avez vraiment débattu? Et quelles ont été les personnalités invitées, si jamais il y a eu débat, pour que l'information puisse remonter? Les personnalités invitées, c'était d'abord les directeurs techniques au sein du ministère de la Santé publique.
Il y avait aussi des partenaires. Je pense que si vous l'avez vu, nous avons le représentant de l'OMS qui avait fait aussi son discours, le représentant de IAS, un représentant de IRC. Ce sont aussi nos partenaires clés qui nous appuient vraiment au niveau, surtout au niveau de l'Est ainsi qu'ici au niveau de notre programme. Mais aussi les étudiants de la faculté de sciences et de la santé humaine et les étudiants de la faculté de la psychologie. Et nous avons aussi invité quelques parties civiles et aussi des associations de bienfaisance des psychologues, des jeunes psychologues où on a vraiment débattu, puisque le débat était dans l'après-midi. C'était le concept du Tchad au sein de la santé publique, la santé mentale plutôt. Et c'est là le débat était vraiment houleux. On a même fini il n'y a pas un seul membre du gouvernement. Vous aurez dû également faire appel aux membres du gouvernement. Il y a des responsables des départements en charge du social, de la solidarité. Ça aussi, vous devriez normalement les inviter. Ok, donc, mais là, je pense que nous prenons acte par rapport à cela, et étant donné que le temps qui nous est vraiment imparti, nous prenons acte pour que vraiment les prochaines rencontres, nous allons vraiment inviter les membres du gouvernement afin qu'ils puissent vraiment nous appuyer. Très bien, alors nous allons prendre une autre rubrique cette fois-ci. C'est Info Culture qui porte la ceinture de Opportune Mingabei Rembane. Opportune, bonjour. Bonjour Stéphane, amis de la culture, bonjour. La première édition de la journée gastronomique organisée par l'Office national de la promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts est lancée ce 14 octobre au Palais des Arts et de la Culture sous le thème « Le goût des 23 provinces du Tchad ». Cette journée vise à présenter au public tchadien et étranger la cuisine tchadienne dans toute sa diversité, ses richesses et ses facettes. Lançant la cérémonie, le ministre des Affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat, Abakarouzi Teguil, souhaite que cette initiative propulse le Tchad à travers son art culinaire au-delà des frontières. La 5e édition du Festival d'Ari se déroulera du 23 décembre 2023 au 20 janvier 2024. L'annonce a été faite ce 12 octobre 2023 par le ministre des Affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat, Abakarouzi Teguil, à travers un point de presse. Selon le ministre, cette édition mettra en avant les talents locaux et offrira une plateforme aux jeunes artistes pour présenter leur travail. Des concours et des prix seront également organisés pour encourager la créativité et l'innovation. L'autre particularité est l'internationalisation de cette édition. À cet effet, 10 pays de la zone CEAC et les pays ayant une forte diaspora tels que le Bénin, le Mali, le Nigeria, le Soudan et le Togo seront invités à venir exposer leur culture et artisanat. Comme dans les précédentes éditions, les élèves, les étudiants et les jeunes en général bénéficieront d'une riche programmation adaptée à leurs besoins, a fait savoir le ministre. Culture toujours, la 10e édition du festival littéraire Le Souffle de l'Harmattan qui a été ouverte le 10 octobre dernier a pris fin hier ici à N'Djamena. Elle a vu la participation des linguistes, des artistes, des écrivains et des personnes de renommée venues du Sénégal, du Canada, du Cameroun, du Burkina Faso et du Mali. Cette édition a été marquée par plusieurs activités, à savoir les séances de lecture, la présentation des livres et dédicaces des auteurs, la conférence thématique et la remise des distinctions aux écrivains. Parmi ces prix, le Grand Prix Le Souffle de l'Harmattan a été décerné au docteur Ndongo Mbaye, invité d'honneur venu du Sénégal, et le meilleur livre et de la plume a atterri chez docteur Ousmane Koudambe Ouzibé. Depuis une décennie, le Festival international Le Souffle de l'Harmattan offre un rayonnement à la littérature tchadienne à travers diverses activités littéraires. Toujours festival, la première édition du Festival DJ Musique Tchad s'est tenue du 13 au 14 octobre 2023 à Akamod. Cette première édition, sous le thème La place du DJ au sein de la société, a rassemblé les DJ autour des mots qui minent leur plein épanouissement dans la promotion de leurs œuvres. Durant les 2 jours, plusieurs activités ont été organisées, à savoir les ateliers de formation en DJ, des sessions sur la production et la promotion des projets musicaux et des showtime. Selon le promoteur du dit festival, DJ
DJ Maji Maji, les DJ sont longtemps considérés comme des ratés de la société. C'est pourquoi, explique-t-il, ce festival permettra de mettre en lumière le travail des DJ comme un métier et non comme un bouche-trou. Et enfin, amis de la culture, l'animateur culturel Béral Parfait annonce sa participation et celle du groupe Ngonsar au Festival des stars de l'intégration culturelle africaine SICA qui se tiendra du 5 au 14 novembre prochain à Yaoundé au Cameroun. Après une longue période d'absence, les représentants du Tchad sont de nouveau nominés à ce festival et sollicitent l'appui du ministère des Affaires culturelles pour répondre à cette invitation. Voilà tout, amis de la culture, les informations culturelles de cette semaine. Au revoir et à la semaine prochaine. Voilà, merci, opportune. Madame, on a parlé tout à l'heure de la culture, mais opportune a choisi d'ouvrir cela par ce festival d'art culinaire qui se déroule même jusqu'aujourd'hui encore. Le ministère en charge de la culture a voulu permettre aux Tchadiens et à tous ceux qui vivent au Tchad de goûter au mets tchadien. Nous, Tchadiens, nous aimons beaucoup plus ce qui vient de l'extérieur. Nous n'avons même pas un mets national comme à l'exemple des Sénégalais qui ont le tchèp, ou bien du côté du Cameroun, on parle de ndolé. Au Tchad, nous n'avons pas un mets qui fédère tous les Tchadiens. Je ne pense pas. Comme vous dites, les Sénégalais aiment le tchèp, mais qui vous dit que nous, on n'aime pas la sauce gombo à la boule? En tant qu'une Tchadienne, donc en tant qu'une Tchadienne, c'est la sauce préférée et c'est le plat préféré de tous les Tchadiens. Donc nous aimons cela, quelles que soient nos divergences, quel que soit, qu'on soit du nord au sud, mais je vous assure que lorsque vous partez à l'étranger, le seul goût qui vous donnera vraiment, c'est votre sauce gombo, que ça soit avec la viande, que ça soit avec le poisson fumé, avec la boule, c'est ça la meilleure. Alors, donc, au passage, je pense que vous saluez cette initiative-là. Merci. Merci. Très bien. Voilà, je vais lire ce message qui nous vient du coordonnateur Hissène Patale Baye Mokrayo, que vous connaissez très bien. Il était l'invité Fil Rouge le dimanche passé. Et il dit qu'il salue l'éloquence avec laquelle vous, docteur, éclairez le public sur la santé mentale. Donc, il vous souhaite surtout plein succès et également pour votre engagement en faveur de cette couche. Merci Cordo. Merci. Et il y a également Demba Dolmian qui travaille ici, elle est journaliste à la Radio Tchad. Elle dit merci d'avoir invité ce médecin afin de parler de cette maladie que beaucoup ignorent mais qui fait ravage autant que le palu, le cancer et autres, car nous vivons dans un pays où les conditions de vie nous exposent au stress, au surménage et à la dépression. Alors, entourons-nous, soutenons-nous et accompagnons les malades pour qu'ils se fassent consulter et se fassent également suivre. Donc, elle demande également au gouvernement de se pencher sur cette question importante. Donc, ce sont des contributions. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà. Je reviens à vous maintenant. Vous avez parlé des partenaires. À votre avis, quel est l'apport? Parce que là, le gouvernement même ne fait pas assez, il faut le dire. Parce que si le gouvernement se penchait sur la question, on aurait au moins un cabanon, on aurait au moins une structure quand même pour accueillir ces malades qui n'ont pas choisi. C'est pas, on ne choisit pas de devenir fou. Non. Voilà. Non. Alors, qu'est-ce que vous attendez des partenaires? Je pense pour que les partenaires puissent se positionner, il faudrait que le gouvernement donne un début. Tout à fait. Qu'il nous donne quand même les minima, puisque là, le programme n'en dispose même pas un local. Actuellement, nous sommes logés au sein du ministère de la Santé publique et nous avons aussi une équipe qui est très réduite. Une équipe où moi, la coordinatrice, mon adjointe, une secrétaire et un gestionnaire. Nous sommes vraiment très réduits. Le travail est très énorme,
puisque pour faire ne serait-ce que le plan stratégique, nous en aurons besoin vraiment de toutes les parties prenantes. Et là, c'est là où nous demandons vraiment un plaidoyer, non seulement le gouvernement, mais au niveau des partenaires techniques et financiers, c'est de nous appuyer avec des consultants. Même s'ils sont des consultants internationaux qui soient spécialistes en psychiatrie. Et là, étant donné que nous sommes dans notre terrain, on peut leur donner un début. Et maintenant, c'est à eux de nous aider afin qu'on puisse vraiment élaborer notre plan stratégique. Parce que tant que le plan stratégique, la politique nationale n'existe pas, aucun partenaire ne peut se positionner. Un partenaire peut venir, mais où sont vos papiers? Sans papier, on ne peut pas. Donc la politique, le plan stratégique, vraiment, c'est une urgence où vraiment nous demandons un vibrant à travers cette émission, que le gouvernement puisse vraiment nous aider, nous appuyer, afin qu'on puisse faire vraiment un plus. Déjà, nous avons un manque de spécialistes. Même si nous avons un manque de spécialistes, étant donné que les partenaires sont là, ils nous ont juste demandé débuter et puis nous demander, nous allons le faire. Mais il faudrait que le gouvernement nous donne ce minimum afin qu'on puisse vraiment débuter. Tout à fait. Oui. On est maintenant avec cette phase de transition. On parle de la refondation de l'État tchadien, mais on ne peut pas refonder un pays plein de fous. Il faudrait se débarrasser de tout ça. Sinon, les caser et les suivre pour, comme vous l'avez dit, amener ceux qui ont des soucis. Il faut les écouter aussi, écouter la jeunesse, comme vous venez de le dire. Nous allons faire un peu de sport. Vous êtes médecin, je pense que vous conseillez aux gens de faire un peu de sport. C'est bien pour la santé, n'est-ce pas? Oui. Voilà, nous allons suivre Sport, Infosport avec Harmonie Belloum. Harmonie, bonjour. Stéphane, bonjour. Amis sportifs, bonjour. La sélection nationale a désormais un nouvel entraîneur. Il s'agit de l'ancien international tchadien Kevin Nikez, nommé le 11 octobre dernier par le CONOR, Comité de normalisation du football tchadien. Âgé de 38 ans, l'entraîneur de l'équipe nationale qui a représenté à 13 reprises le Tchad sur le terrain aura pour mission d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire du football tchadien. Mais déjà, le Tchad qui fait partie du groupe I jouera les éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026, zone Afrique, en novembre prochain. Les Sao feront face également à des adversaires tels que le Ghana, le Mali, Madagascar, les Comores et la Centrafrique. Le 11 national se trouve actuellement en stage en Arabie Saoudite à cet effet. Football toujours, conformément à la note circulaire du CONOR, plusieurs ligues provinciales ont renouvelé cette semaine leur bureau exécutif. Il s'agit entre autres de celle de N'Djamena, du Logone occidental, du Kanem et du Logone oriental. La grande finale du championnat de deuxième division s'est joué ce mardi 10 octobre entre USM et Agri-Tchad au stade de Paris-Congo. Après un score nul, l'équipe d'Agri-Tchad est sacrée championne à l'issue d'une séance de tir au but. Football, puisqu'on en parle, le championnat interquartier à Bongor, la finale s'est jouée ce samedi entre l'équipe du quartier Djambalbar et celle du quartier Larjo. C'était au lycée Jacques Moudena. C'est une initiative de la coordination de veille de réconciliation de la jeunesse du Tchad. Cette finale a été remportée par l'équipe du quartier Djambalbar sur un score de 1-0. Le foot tchadien brille également du côté de Dakar. L'équipe universitaire Sao du Sénégal a remporté la Coupe du Centre des œuvres universitaires de Dakar. En effet, cette équipe évolue aussi dans les championnats internationaux universitaires de Dakar. Football encore, la CAF, Confédération africaine de football, a procédé cette semaine à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au tirage au sort de la CAN 2024. Le Sénégal, champion en titre, se trouve aux côtés du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie. La Côte d'Ivoire, pays hôte, fera face au Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée. D'autres affiches importantes de cette CAN, c'est bel et bien les rencontres Égypte-Ghana, Algérie-Burkina Faso ou encore Maroc-RDC. La compétition va démarrer le 13 janvier prochain et le match d'ouverture opposera le pays hôte, la Côte d'Ivoire, à la Guinée-Bissau. Justement, au sujet de cette compétition continentale, l'arbitre tchadien Mahamad Aladji Alaou fait partie des arbitres retenus pour la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Voilà Stéphane, amis sportifs, c'est tout pour Infosport de ce dimanche. Voilà, Harmonie Belloum, merci. Voilà, il nous reste très peu de temps, alors nous allons passer aux perspectives. Vous avez beaucoup à faire, madame, et comme dit l'adage, ce que femme veut, Dieu le veut. Oui, Dieu le veut. Et vous êtes en train de plaider. Et je pense que vous ne pouvez pas venir pour demander quelque chose. Il faudrait que vous ayez
quelque chose à présenter pour demander, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez comme projet pour votre département? Je pense que je l'ai dit et je ne fais cesse de le répéter. L'un de nos projets, c'est l'élaboration du plan stratégique pour la santé mentale. Et puis la dotation, doter le Tchad d'une politique nationale de santé mentale en vue de promouvoir la santé mentale et le soutien psychosocial des populations. Il faudrait, l'une de nos projets aussi, c'est la formation des médecins généralistes, infirmiers et assistants sociaux en soins de santé mentale et soutien psychosocial. Il ne s'agit pas d'une formation de longue durée, mais une formation qui est pratique et brève, afin de pouvoir vraiment décentraliser la santé mentale. Puisque même étant en N'Djamena, comme je viens de le dire, nous n'avons qu'une seule unité. Alors que les formations sanitaires, si nous en disposons des agents qui peuvent prendre une prise en charge urgente pour un malade mental qui vient, donc là, ça va vraiment soulager un peu la population avant d'arriver vraiment au deuxième niveau. L'une de nos perspectives aussi, c'est de rendre fonctionnel le centre de référence et d'assistance en santé mentale qui est construit dans la capitale et dont les travaux sont acheminés depuis 2003. Il serait destiné à la santé mentale, mais ce centre n'est pas encore réceptionné. Donc là aussi, c'est une de nos perspectives. Et comme je l'ai dit, c'est la décentralisation des soins en santé mentale et soutien psycho dans chaque province. Puisque si on voit, tous les programmes ont déjà des points focaux dans les délégations et les districts. Pourquoi pas ne pas avoir un point focal? S'ils sont déjà formés, cela vraiment serait vraiment la meilleure des choses. Et surtout encore, c'est la disponibilité des médicaments psychotropes qui sont très chers et qui ne sont pas à la portée de la population. Alors, si les partenaires pourront vraiment nous aider afin qu'on puisse disponibiliser et accessibiliser vraiment ces médicaments, une fois que les agents sanitaires en santé mentale sont déjà décentralisés, c'est là vraiment c'est là aussi l'une de nos perspectives. Le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, le Premier ministre, chef du gouvernement Saleh Kebzabou, le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, le ministre de la Santé publique et tous ses collègues, s'ils ne nous suivent pas, eh bien, ils ont des services de communication qui vont leur remonter les fiches à l'effet de comprendre l'importance donc de ce que vous demandez. Et je pense que ça doit entrer dans les priorités également du gouvernement de transition qui veut refonder ce pays. On ne peut pas, comme je l'ai dit, refonder un pays avec des fous qui déambulent partout. Donc je pense que le message est passé. Les partenaires aussi, le cri d'alarme est allé vers eux et c'est tout le monde qui est invité à mettre la main dans la pâte pour que des solutions soient trouvées très très urgemment à cette problématique. Merci docteur, merci docteur Raouda Mahamat Youssouf. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes la coordonnatrice du programme national de santé mentale. Merci à vous d'avoir accepté de venir partager avec nous ces soucis-là. Merci beaucoup à vous. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres durant 1 heure et 1 minute. Voilà. Merci à Yarna Yves de Bamsi pour la collaboration technique. Moi, je suis Mbamou Dimbandogongar Stéphane. Reste de nôtre. Après moi, c'est Lokingana Le Gossier qui va intervenir avec Ndoubalom Telungayus. Au revoir et à dimanche prochain.